Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Top Watt. Je vais aujourd'hui vous donner mes impressions sur ma nouvelle voiture 100% électrique, une Tesla 3. A tout de suite. Alors, quelles sont mes impressions sur cette voiture ? Eh bien, écoutez, c'est une voiture avec vraiment un contenu technologique comme je n'ai jamais eu. Bien sûr, il y a le moteur électrique qui est déjà une innovation, une voiture 100% électrique, mais ce dont je veux vous parler, c'est bien autre chose, c'est tout le reste. Regardez par exemple cette tablette. Déjà par sa taille, on n'a pas l'habitude d'avoir ce type d'affichage. Pourtant, on a l'habitude de l'avoir maintenant à la maison. On a nos ordinateurs portables, écran 15 pouces, comme un portable. Mais des tablettes déjà de 15 pouces, on n'en a pas beaucoup à la maison. C'est des 7 pouces, 8 pouces, 9 pouces. Et puis, c'est tout ce contenu. Voilà. Vous voyez des voitures qui vous dépassent, vous voyez la route. Alors ce n'est pas simplement une représentation de l'environnement, comme ça peut déjà exister, c'est l'environnement. Et notamment grâce aux 8 caméras dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo lors de ma livraison. Et je vais vous faire d'ailleurs un petit plan de ces 8 caméras qui sont quand même le cœur du système de Tesla. Voilà, vous voyez que non seulement il y a 8 caméras qui permettent de voir autour de la voiture avec des angles différents et des distances différentes, mais aussi il y a 12 capteurs ultrasons haute précision qui permettent à la voiture d'analyser son environnement. En plus, il y a un radar longue portée à l'avant pour pouvoir anticiper différentes choses. L'autopilote est vraiment un élément très important. Je vais vous en reparler dans 2 autres vidéos, car je suis en train de préparer 2 vidéos rien que sur le sujet de l'autopilote, car il y a beaucoup de choses à dire. Alors, toute cette technologie, oui, mais pourquoi faire ? Moi, j'ai vu trois bénéfices, 3 axes. Déjà, la sécurité. C'est une voiture dans laquelle je me sens en sécurité. Je vais y revenir. Deuxième axe, c'est l'évolutivité de cette voiture grâce à cette technologie. On connaît tous les smartphones, Android ou Apple. Très clairement, l'inventeur du smartphone, c'est Apple avec l'iPhone. Nous sommes dans l'iPhone de l'automobile. Troisième axe pour moi, c'est le confort d'usage, la simplicité. Alors, la sécurité. Pourquoi je vous parle de la sécurité ? Parce que dans la Tesla, il y a 2 types de sécurité, comme d'ailleurs dans d'autres véhicules. Il y a la sécurité passive et la sécurité active. La sécurité passive, c'est la structure de la voiture, c'est ses capacités à nous protéger lors, bien sûr, d'une collision et d'en limiter les conséquences sur nous ou sur les passagers. Bien sûr, la Tesla, comme beaucoup de voitures, a une multitude d'airbags. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre que la structure même des voitures électriques permet d'améliorer d'une façon très significative la sécurité. Et pas que la Tesla, mais la Tesla a vraiment été très loin dans ce domaine-là. 2 éléments, l'absence de moteur à l'avant, qui en cas de collision est quand même un élément important, et on y reviendra, puisque je vais vous parler du sujet dans ma prochaine vidéo sur ma visite au SAV Tesla. Et puis la position de la batterie au sein du châssis, en bas, donc je parle bien sûr pour les voitures électriques 100% électriques, qui permet une rigidification du châssis et une amélioration de la résistance aux chocs latéraux. Alors bien entendu, si vous avez un train qui vous passe dessus, ça ne changera rien, ou pas grand-chose. Mais ça réduit quand même fortement les impacts, et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo que j'ai filmée avec le SAV Tesla.
Deuxième sujet, l'évolutivité de la voiture. Alors moi c'est clair, je pense que cette voiture va mettre un coup de vieux à toutes les autres voitures. Non seulement bien sûr par la propulsion électrique, mais aussi parce qu'elle va permettre de réduire ou de repousser l'obsolescence normale et naturelle des véhicules ou d'ailleurs de tout objet. Comme pour notre smartphone, il y a des mises à jour. Et ça, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre, à ma connaissance, que Tesla qui sait faire ça. Et je pense que dans quelques années, quand nous aurons une voiture qui n'est pas capable d'évoluer, de la même façon qu'aujourd'hui, ne pas avoir un smartphone, c'est avoir un vieux téléphone, excusez-moi, pour ceux qui auraient encore un vieux téléphone, mais c'est le cas. Je pense que énormément de gens aujourd'hui ne pourraient plus vivre avec un téléphone qui n'est pas évolutif comme un smartphone. Eh bien, je pense que dans quelques années, ça sera exactement la même chose. Donc, il va y avoir un gros coup d'obsolescence sur tous les véhicules traditionnels, qui sont l'immense majorité d'aujourd'hui, et qui, eux, ne sont absolument pas évolutifs. Pour que vous ayez de nouvelles fonctionnalités, il faut acheter de nouveaux modèles. Eh bien, avec la Tesla, c'est ça qui est fabuleux. Vous avez des nouveaux logiciels qui vont vous amener des nouvelles capacités, des nouvelles fonctions. Et c'est pour ça d'ailleurs que Tesla, regardez, je vous montre sur l'affichage, c'est pour ça que Tesla a réduit au maximum les commodos physiques, car en réduisant les commodos physiques au strict nécessaire, eh bien il se donne toutes les possibilités d'évolutivité. S'il veut rajouter un bouton, là, il en rajoute un. S'il veut changer ce menu, il le change. S'il veut rajouter un menu, il peut le changer. S'il veut rajouter des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle ergonomie, il peut le faire. S'il veut changer la place de cet espace-là, le mettre de l'autre côté, il peut le faire. Si vous voulez le faire, parce que vous trouvez ça plus pratique, eh bien, c'est possible. Donc ça, c'est un axe vraiment extrêmement intéressant. Je vous parle de cet afficheur et de ses possibilités. En même temps, on me pose souvent la question, est-ce que ça t'a pas gêné d'avoir un afficheur maintenant, un tableau de bord qui est central? Eh bien, pour ma part, pas du tout. Je pense qu'on est déjà bien habitué à avoir cette vision centrale avec nos espaces de navigation. Les écrans des GPS sont dans la très grande majorité au milieu de la console centrale. Eh bien, on retrouve les mêmes réflexes. Alors effectivement, on a des indications comme la vitesse qui ne sont plus devant nous, mais comme ils sont pour moi bien positionnés et restent quand même dans notre champ visuel général, moi ça m'a posé aucun problème. Au contraire, la position centrale de cette tablette et toutes ses possibilités, parce que là, je vous parle de les contrôles de la voiture, mais on peut avoir beaucoup d'autres choses. On peut avoir des éléments de charge, on peut avoir du divertissement. Eh bien, ça en fait un système utilisable par tout le monde. Bien entendu, cette partie-là n'est pas utilisable pendant qu'on roule, mais elle est utilisable par le copilote ou le passager pour pouvoir, par exemple, régler les sujets de navigation. Eh bien, c'est ma femme souvent, ou la personne qui est à côté de moi, qui peut rentrer les données d'une façon extrêmement simple, parce que aussi on a un grand espace. Alors bien sûr, on peut le faire aussi avec un GPS traditionnel, mais là c'est encore plus simple. Au-delà des fonctions bien sûr du GPS, changer un réglage quelconque de la voiture, eh bien c'est beaucoup plus facile en étant avec une tablette centrale que bien sûr si ça se passe au travers des commodos qui sont autour du volant. Je vais m'arrêter pour être en sécurité parce que je vais vous montrer 2-3 autres choses. Et là, nous avons aussi un espace vraiment nouveau. Vous voyez, je me suis arrêté, je vois la voiture. Bon, c'est pas le plus extraordinaire. Ça va être tout ce que la voiture va pouvoir voir et nous montrer. Vous voyez, le capteur voit ou sent par ultrason qu'il y a quelque chose de proche, en proximité. Si j'avance un petit peu, ça va bouger. Hop, c'est parti. Comme je me suis mis en mode avancé, les caméras se sont mis en fonction et regardent mon environnement. Je vais redémarrer.
hop, il y a une voiture qui m'a doublé, et vous voyez, il y a un feu devant nous, vous le voyez à la caméra, et vous voyez les véhicules qui sont devant moi. Le premier à droite n'est pas visible par la caméra, donc il ne détecte pas, mais il détecte celui qui est derrière. Il a détecté les feux, il détecte les voies, et ça c'est quand même quelque chose de fabuleux, et ça va nous amener bien sûr à parler dans une prochaine vidéo de l'autopilote. Je vais vous faire même, je pense, 2 vidéos sur l'autopilote, tellement il y a de choses à dire. Après, je vous ai parlé dans mes axes du confort. Alors, pourquoi le confort? Eh bien, parce que tout est plus simple avec une voiture électrique. À un détail près, je vais y revenir. Mais il n'y a plus d'entretien. Vous avez juste du liquide essuie-glace à mettre dans le réservoir, qui est sous le capot, je vous montrerai. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Plus de filtre à huile ou de filtre à gasoil à changer. Plus de bougies à changer. Plus de liquide de refroidissement pour le radiateur. Plus de courroies à changer, même si c'est qu'une fois tous les 5 ans, selon le nombre de kilométrages que l'on fait. Et même les plaquettes de frein se changent beaucoup plus rarement. Je vais le constater moi-même dans les mois ou les 2 années qui viennent, et je vous en parlerai. Mais moi, je changeais mes plaquettes de frein environ tous les 25 000 km. Bon, j'avais une voiture qui consommait bien. Bon. Alors, c'est aussi mon style de conduite. Mais là, il est prévisible que je ne change pas les plaquettes de frein avant 100 000 km, peut-être même 150 000 km. Je ne vous parle même pas des disques. Les disques que je changeais, alors qu'on change généralement tous les 40 à 60 000 km, eh bien là, c'est peut-être que j'aurais revendu la voiture avant de les changer. Mais j'aurais pas revendu la voiture au bout de 20 000 km ou 30 000 km. C'est au bout de 150 000 ou 200 000 km. La simplicité, parce que beaucoup d'aide à la conduite aussi. Voilà, j'ai besoin de faire un créneau. Ça existe bien sûr sur d'autres voitures, mais la voiture peut m'aider à faire ce créneau. On va le tester tout de suite d'ailleurs. Hop. Est-ce que là, si je fais ça, il m'aide à faire le créneau? Non, ils m'aident pas. Donc on ne le teste pas tout de suite. Je vais essayer de vous faire un créneau un peu plus loin. Il avait testé que c'était peut-être pas une vraie place. Alors il faut aussi mettre le clignotant, sauf que là je vais pas rentrer dans la place. Ça me paraît chaud. Je sais pas si je vais réussir à rentrer dedans. Non, ça va pas le faire. Bon, alors je vais vous faire un test de parking. Alors, il faut mettre le clignotant. Donc je vais essayer d'être dans cette place. On va voir si ça fonctionne. Toujours l'effet des mots. Hop, le petit P montre qu'il a repéré une place de parking, donc qui est à l'arrière. Eh bien, on va y aller. Il est d'accord. Il visualise la place de parking cible. Et on va y aller, et je vous montre bien que je ne touche plus à rien. Ici, dans ce système d'assistance, non seulement on ne touche pas au volant, ce qui est bien sûr le minimum, mais on ne touche pas non plus au frein. J'espère que vous voyez que je ne touche pas au pédale, j'ai vraiment pas les pieds sur le pédalier. Elle va s'arrêter, voilà, oui, on se demande toujours, mais si, elle s'arrête. Et elle va réaccélérer toute seule, je ne touche vraiment à rien. Voilà. Hop, la place la voiture de droite est un peu large, c'est limite, mais ça passe. Alors bien sûr, elle vérifie pas que vous puissiez sortir de votre voiture après. Donc elle peut vous mettre dans une place de parking dont vous ne pourrez pas sortir en piéton. Voilà. Eh bien écoutez, ça me paraît bien. Voilà, on voit bien les 2 lignes
de la place de stationnement. Voilà pour cette petite démonstration, mais je vous en ferai d'autres dans le cadre d'une vidéo spécifique sur les fonctionnalités de l'autopilote, puisque le parc assist qu'on fait partie des fonctions de l'autopilote. Alors, je voulais aussi vous parler d'un dernier point dans mes premières impressions. Vous voyez là, on arrive dans une zone de feu. La voiture va s'arrêter. Elle constate que les feux sont au rouge. Alors, j'ai enlevé mon pied de l'accélérateur et du frein pour que vous compreniez bien que c'est la voiture là qui gère les choses. Je suis donc à un premier niveau d'autopilote. Je vous expliquerai encore une fois tout ça dans une autre vidéo spécifique. Et la voiture si la voiture redémarre toute seule, mais elle va demander mon autorisation de passer le feu vert, car c'est à vous de contrôler la voiture. Je vous expliquerai tout ça en détail. Voilà, mais c'est intéressant que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a aussi autre chose que je voulais vous parler dans cette voiture. Hop. Là, c'est ça. Ça on voit quand même. C'est une voiture qui accélère quand même très fort. Alors on n'est pas obligé de se faire le coup du lapin tout le temps. Mais voilà, quand on aime les voitures sportives, c'est un point non négligeable. Vous avez près de 400 chevaux sous le capot. Voilà, on voit devant une Audi TT sympa. Et bien voilà, si on fait la comparaison par exemple avec une Audi S4, cette voiture accélère plus fort. Pareil pour 911 Carrera. La dual moteur accélère plus fort. Si vous avez une performance, eh bien vous accélérez plus fort qu'une RS4 ou qu'une 911 Carrera S. Bon écoutez, pour avoir une voiture du quotidien, parce que c'est une voiture du quotidien, avec un grand coffre, 4-5 places, eh bien je connais pas beaucoup d'équivalents. Alors si, encore une fois, une RS4, vous avez la même chose, même puissance, accélération on va dire comparable selon les modèles, mais c'est pas le même prix. Même si une Tesla Model 3, c'est pas donné, c'est cher, mais une RS4, c'est 20 000 € de plus. Et encore, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités dont je vous parlerai du contenu technologique. Et puis alors, si on parle du coût d'usage, la consommation, le coût de la consommation va pas être le même. Je vais vous faire une vidéo aussi, beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de travail devant moi, sur la consommation, le coût, c'est très intéressant, mais là ça y est, je commence à avoir un peu de recul. En gros, si vous rechargez chez vous, vous êtes à 15 centimes généralement du kilowatt. Ça vous amène à un coût au 100 km qui n'a rien à voir avec non seulement une voiture traditionnelle qui fait du 6 ou 7 litres au 100, mais si on compare les choses avec une voiture sportive, voire vraiment une super sportive de 400 chevaux, là on est sur des véhicules qui font du 12 litres au 100, voire du 20 litres au 100. Le coût au kilomètre est incomparable, et puis il y a le coût d'entretien. Si vous faites la révision je prends beaucoup l'exemple de l'Audi, qui pour moi un produit qui est proche, alors pas en qualité perçue intérieure, je vous rassure, le premium a encore une longueur d'avance, mais sur l'usage global, voilà, on a une voiture qui coûte moins cher, nettement moins cher à l'achat, qui coûte quasiment rien à l'entretien avec la Tesla 3, à part les pneus, mais comme pour les autres véhicules. Donc là, si vous faites le calcul sur 5 ans, vous êtes sur des budgets qui sont pas loin du simple au double. Donc voilà, le coût est à relativiser en fonction de plusieurs critères. Et donc une voiture électrique, d'une façon globale, que ce soit celle-ci ou une autre, même si c'est plus cher à l'achat, il faut quand même se dire que à l'usage, et donc il faut se projeter à l'usage, même si vous achetez une voiture plus chère, même si vous la revendez, vous la revendrez plus cher aussi, mais en coût d'usage, c'est quand même la bonne affaire. Et donc
pour moi c'est l'avenir, sans compter bien sûr l'effet pour notre planète qui me paraît aussi très important. Il va falloir s'en occuper sérieusement. Voilà, que vous dire de plus? Si, une dernière chose, c'est quand même les choses qui grattent, comme on dit, parce que tout n'est pas non plus parfait. Je dirais que pour moi, le défaut de ce véhicule, de la Tesla 3, c'est peut-être un détail, mais c'est le Komodo du clignotant. Ça peut paraître bizarre, et j'avais jamais eu ce sujet-là avec une autre voiture. Tesla est en avance sur plein de sujets technologiques. Alors là, l'ergonomie, l'usage du clignotant, du Komodo, pour moi, elle est pas top. Autant le sujet de la visualisation centrale de toutes les données n'est pas un problème. Je m'y suis habitué tout de suite. J'ai du mal à m'habituer au clignotant. Alors c'est un clignotant traditionnel, on monte, on descend. Et vous voyez, j'ai redescendu, je voulais mettre le clignotant à gauche, ça n'a pas fonctionné. Une petite impulsion en haut, en bas pour faire les 3 clignotants d'usage, ce qu'on a partout. Et puis bien sûr une impulsion plus dure, plus longue. Hop, ouais. Petit bip qui me dit que le feu est passé au vert. C'est ça la technologie aussi Tesla. Et bien cette deuxième impulsion, plus forte, elle est dure. En tout cas pour moi, je la trouve trop dure. Et ce qui fait que dans certaines manœuvres, vous avez besoin de passer du clignotant droit au clignotant gauche, vous appuyez pas assez fort ou assez longtemps. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est aussi de faire perdurer l'appui sur le levier, soit en haut, soit en bas. Voilà. Et si je le fais rapidement, bien sûr, c'est toujours l'effet démo. Là, ça marche, mais je peux vous dire que ça marche pas tout le temps. Notamment quand on fait du FSD, donc de la fonction autopilote conduite autonome. On a besoin du clignotant pour indiquer des choses au véhicule. Je vous expliquerai encore une fois tout ça. Et ça manque de fluidité par ce geste qui est, pour moi, pas simple. En tout cas pour l'instant, sûrement qu'avec l'habitude, ça va aller mieux. Et pour l'instant, moi c'est le clignotant qui me pose un petit problème. Je m'en sors quand même, j'arrive à le faire fonctionner. Mais voilà. Alors, d'autres utilisateurs de Tesla 3, mettez des commentaires, dites-moi si vous avez le même sujet ou si c'est moi. Alors c'est peut-être moi, mais voilà, ça serait intéressant de partager si d'autres trouvent aussi que la gestion du Komodo des clignotants est une amélioration potentielle pour Tesla. Dernier sujet, c'est la recharge. Effectivement, c'est la principale friction, il faut le dire, d'une voiture électrique. Bien que pour une Tesla, je pense qu'elle est moins importante, notamment pour les grands déplacements, grâce aux superchargeurs et au réseau de superchargeurs. C'est un gros plus. Ne le cachons pas, en tout cas pour les autres. Unity arrive avec le groupe Volkswagen et d'autres marques allemandes ou d'ailleurs d'Asie. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des points de charge. Et puis si vous êtes dans les déplacements quotidiens, travail, du domicile au travail, les courses, il vous faut absolument un point de charge à domicile. Je ne l'ai pas mis tout de suite. J'avais la chance, et j'ai toujours la chance d'avoir une borne publique pas très loin, c'est pour ça. Mais là, je vais en mettre une parce que, évidemment, c'est pas pratique. Je pense que si vous avez, j'en suis sûr, si vous avez un point de charge à votre domicile, vous vous simplifiez quand même beaucoup la vie. Et là, cette fois-ci, la contrainte ou la friction est devenue très faible, même si elle n'est pas inexistante par rapport effectivement à une voiture thermique. Et alors pour les gens qui habitent en habitat collectif, bien entendu, c'est un sujet. Voilà, si vous n'avez pas la possibilité rapidement d'avoir un point de charge dans votre habitat collectif, ça va pas être simple. Alors si vous en avez un à votre travail, ça va réduire quand même beaucoup la contrainte, c'est sûr. Mais il faut absolument avoir un point de charge chez soi. Et ça sera utile aussi d'ailleurs pour les amis ou les gens qui viennent vous voir, qui peuvent avoir des voitures avec des autonomies
moins importante que ce que Tesla propose, ou pour des véhicules moins chers et dont on aura tous besoin. Et je pense qu'on doit tous avoir un point de charge, à tous ceux qui ont une voiture électrique bien entendu, un point de charge à la maison. La prise électrique classique est utile, mais honnêtement c'est loin d'être suffisant, on en reparlera. Je vais vous faire des vidéos très spécifiques sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est intéressant d'ailleurs, pour que vous compreniez bien, c'est ça, hein, c'est le changement de monde, la révolution, elle est liée à des nouveaux usages. Voilà, il faut parler en kilowattheure ou en wattheure, kilowatt au 100 km, c'est plus... vous voyez, j'ai appuyé sur le clignotant, il fallait appuyer fort, c'est plus des litres au 100 km. Des sujets de charge, voilà, à quelle vitesse on charge, c'est le grand sujet, hein, quelle vitesse on charge. Ben, ça dépend de plusieurs choses, on va en parler. C'est une nouvelle habitude à prendre. Une fois que c'est pris, voilà, c'est comme le passage des francs à l'euro. Au début, on pensait que ça allait être compliqué et puis on s'y est fait. Hein. Je pense que plus personne ne pense au franc. Et bien moi aujourd'hui, je pense plus au litre, je pense qu'en kilowatts. Je n'ai plus de soucis avec où charger, comment charger. J'anticipe bien, je comprends les sujets, mais voilà, je vais vous aider à prendre de l'avance avant d'avoir peut-être une voiture, à mieux comprendre les sujets, pour peut-être mieux aussi anticiper des choses ou faire des choix, et vous aider dans cette transition. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé et avoir dans les informations sur les nouvelles vidéos, puisque vous avez compris, beaucoup de nouvelles vidéos vont arriver dans les semaines qui viennent. Et j'espère à très bientôt.